Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition. Le manioc attaqué par un nuisible qui cause des dégâts importants. Des centaines d'abattis sont ravagés d'est en ouest du territoire. Des analyses ont été réalisées pour déterminer la nature exacte de l'agent pathogène. Une opération pas comme les autres pour les gendarmes de Saint-Laurent-du-Maroni. Afin de mettre l'accent sur la prévention, ils ont permis à des jeunes en infraction pour non-port du casque de participer à un stage de sensibilisation aux accidents de la route. Le danseur Olivier Médus est de passage au pays. Il prépare un spectacle pour le prochain festival Danse Métis. Olivier Médus, c'est un parcours fabuleux, élève de la prestigieuse école de danse new-yorkaise Alvin Ailey dans sa jeunesse. Il est désormais enseignant là-bas. Nous l'avons rencontré. Et enfin, comme chaque dimanche, la rubrique Omayuri Lecture où nous parlerons de marronnage. Ce drame, tout d'abord, un enfant âgé de 4 ans s'est noyé cet après-midi sur le site de baignade La Mangrove à Montsinéry-Tonnégrande. Retrouvé 15 minutes après avoir disparu dans l'eau, il a reçu les premiers gestes de secours par des personnes présentes, puis par les sapeurs-pompiers. L'enfant, malheureusement, est décédé. À Saint-Laurent-du-Maroni, cette fois, un homme âgé de 46 ans est porté et disparu à la suite d'une baignade sur le fleuve Maroni, à Balaté plus précisément. Des opérations de recherche ont très vite été lancées. Les précisions sur notre site internet dans cet article signé Éric Léon. On vous le disait en titre, le manioc est en grand danger. Le tubercule est attaqué par un nuisible sur le Haut-Maroni comme sur l'Oyapock. Les agriculteurs sont inquiets car ils perdent les 3/4 de leur production. L'alerte est lancée. Le point avec Guillaume Perrault et Sifiane Dey. Mercredi matin, jour de marché à Maripasoula. Sur les étals, des fruits et légumes cultivés par les agricultrices de la commune. Mais impossible de trouver du couac. Là, c'est vrai que c'est un peu difficile, hein. Contrairement aux autres années, c'est très difficile. Donc on a quand même des gens qui en font. Le couac, l'aliment de base sur le Haut-Maroni. Le quotidien est bouleversé quand il vient à manquer. On a des enfants qui mangeaient de couac à la maison, mais maintenant il n'y a plus. On mange que du riz à la maison, après le pâte aussi. Colou nous emmène dans l'un de ces deux abattis. Tous les deux sont en partie dévastés. En compagnie de Nathan Instar, chef d'antenne pour la Chambre d'agriculture à Maripasoula, ils inspectent la parcelle. Quand je reviens, je vois que tous les feuilles sont rouges. Je dis, j'étais bien planté mon abattis, mais je vois qu'une ici, une juste là-bas, une juste là-bas. Je vois que il est mort à terre. Après 2 années très humides, marquées par des fortes précipitations et des inondations, cette saison, le climat est plutôt favorable. Mais le manioc est atteint par une maladie encore inconnue. Ces taches d'abord de forme assez arrondie qui apparaissent sur les feuilles. Très vite après, ça va commencer à sécher, donc comme on peut voir un peu là-bas. Et donc les feuilles vont tomber. Donc jusqu'à peu près ce niveau-là, on voit que la tige est morte. Donc déjà, ça fait... voilà, là, ça casse facilement. L'intérieur, tout est mort. Dans cette parcelle d'1,5 hectare, Coloé a énormément investi. De l'argent, près de 3 000 €, mais surtout du temps. On ne sait pas comment on va faire cette année pour trouver le bâton de manioc. On va ouvrir un autre abattis parce que moi, je vais ouvrir ici. Mais si je vois que celui que je commence à replanter, s'il est mort, moi, je laisse. Champignons, virus, bactéries ou insectes, le diagnostic est très attendu. Pour identifier le ou les nuisibles à l'origine des dégâts, Nathan et un agent du parc amazonien ont collecté près de 120 échantillons à Maripasoula et Papaïcheton. Ici aussi, de nombreuses parcelles sont concernées, dont l'abattis familial du maire de la commune. Donc là, je vais couper une partie qui est impactée. Voilà. Même au niveau de la sève, on voit que ça ne coule pas vite aussi. C'est-à-dire que c'est impacté aussi. Depuis une semaine, il taille les tiges, enlève ce qui semble être contaminé et espère voir le plant bourgeonner de nouveau pour que le tubercule en terre gagne en maturité. Il y a d'autres personnes qui sont impactées, mais ne le disent pas, ils se débrouillent de leur côté. Et c'est ça qui encourage aussi la maladie de se propager. Parce qu'il y a des personnes qui ne disent rien, la maladie fait son chemin. Pour limiter la dispersion de la maladie, il est recommandé de ne pas échanger de bouture ni de déplacer la terre contaminée. Après chaque utilisation, il convient de bien nettoyer ses outils et ses bottes avec de l'alcool ou de la javel.
Une maladie observée sur l'Oyapock côté brésilien en début d'année et sur le Maroni en mars dernier. En Guyane, un organisme est mobilisé pour l'identifier. Il s'agit de Protecveg Fredon. Le président de la structure, Francis Vignier, fait le point sur les recherches en cours. C'est la rubrique En savoir plus. Quelles sont les zones concernées par cette maladie du manioc? Sur le Maroni, il y a pas mal de sites qui sont contaminés. Donc, Papaïchton, Maripasoula, Taluel. Sur l'Oyapock aussi, à Camopi. On a des retours sur Wanari aussi. Et aussi dans la région de Mana. Donc là, on a eu des échanges, donc une réunion de travail avec la CTG et d'autres instances, donc pour mettre en place une cartographie pour voir l'évolution de cette maladie. Comment identifier cette maladie du manioc? Nos techniciens de la Fredon ont réceptionné, grâce aux techniciens du parc amazonien et de la Chambre d'agriculture, des échantillons sur 4 parcelles. Donc nos techniciens ont conditionné ces échantillons à l'Institut Pasteur pour envoyer pour analyse sur la métropole mais aussi sur la Réunion. Donc on a envoyé 120 échantillons dans ces laboratoires. Donc on a des suspicions, donc on a demandé des analyses pour la bactériologie, la mycologie, et on a gardé des échantillons pour voir aussi en entomologie, donc pour voir si c'est un insecte. Quel délai pour les résultats? On aura des résultats minimum dans 3 semaines à 1 mois. Donc il y a des échantillons qui sont partis à La Réunion et chez nos confrères de la Fredon au niveau national. Afin d'éviter des drames, certains optent pour la prévention. Exemple, avec la gendarmerie de Saint-Laurent-du-Maroni, elle a effectué aujourd'hui une opération spéciale. Au lieu d'une amende, des jeunes qui étaient en infraction pour non-port du casque ont participé à un stage de prévention des accidents de la route. Eh bien, cette initiative a été suivie par Terence Moy. Face aux gendarmes, non pas pour s'expliquer, mais pour apprendre la réglementation de base. En fait, j'ai conduit mon scooter sans casque, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. La plupart de ces jeunes roulent sans casque et bien souvent ce n'est pas leur seule infraction. La plaque d'immatriculation, oui. D'accord. L'assurance. Pourtant, beaucoup d'entre eux connaissent quelqu'un qui a déjà eu un accident. Certains en ont même déjà fait les frais. J'ai eu mes 2 jambes cassées et 2 côtes. Heureusement, j'avais mon casque. J'étais en train de rouler sur une piste cyclable. Et c'est moi qui étais en tort. Depuis le début de l'année, 179 infractions pour non-port du casque ont été comptabilisées par la brigade motorisée. Un chiffre en diminution selon la gendarmerie, mais qui reste inquiétant, même pour les autres usagers de la route. Il fait les accidents brutalement. Peut-être il y a un cassé en bas, cassé la tête, ou peut-être des gens qui meurent. Et pour moi, je viens parce que c'est important pour moi. L'autre phénomène qui n'aide pas, les scooters électriques, les règles sont loin d'être connues de tous. Si le véhicule a 2 places assises, il faut un permis AM et donc tout ce qui va autour. Sur les électriques, non, pour eux c'était comme si c'était une trottinette, ou voilà quoi. Donc ils apprennent vraiment que l'engin qu'ils possèdent, il y a une réglementation spécifique. Une demi-journée d'apprentissage avec plusieurs ateliers et la présence d'une moto-école, la seule de Saint-Laurent qui propose le permis des petites cylindrées. Les gants, c'est que pour le conducteur ou est-ce que c'est aussi obligatoire pour le passager? C'est aussi obligatoire. Pour les deux. Pour les deux, oui. Pour les scooters électriques de 2 places et les scooters thermiques de 50 cm3, il faut le permis, une assurance, porter le casque ainsi que les gants, en plus des règles du code de la route à respecter. Il y en a qui m'ont mis 50, c'est 45. Un scooter, c'est 45. À la fin du stage, tous repartent avec un casque homologué, flambant neuf. L'actualité en Guadeloupe à présent avec le démantèlement d'un vaste réseau de trafic de drogue dans le port de Jarry. 7 personnes ont été mises en examen et placées en détention provisoire vendredi. On parle de plusieurs tonnes de cocaïne. Le point avec Franck Aristide.
Après avoir été entendus par un juge d'instruction en Martinique, 7 des 14 personnes interpellées ont été mises en examen pour trafic de stupéfiants, blanchiment et association de malfaiteurs. Elles ont immédiatement été placées en détention provisoire. Lors des investigations, d'importantes sommes d'argent avaient été découvertes, mais également des véhicules et des armes à feu. Toutes ces pièces à conviction ont été saisies. Le démantèlement de ce réseau s'était matérialisé mardi dernier avec l'arrestation de 14 personnes par les enquêteurs de l'Office anti-stupéfiants, de la Direction territoriale de la police nationale et du RAID à la fois en Guadeloupe et en région parisienne. Des individus qui, pour bon nombre d'entre eux, travaillent dans l'environnement du port de Jarry, notamment comme dockers, agents de sécurité ou manutentionnaires. Ce sont là les suites d'une information judiciaire ouverte par la juridiction interrégionale spécialisée. Pour le moment, les autorités estiment à 5 tonnes la quantité de poudre blanche en provenance d'Amérique du Sud qui aurait pu être expédiée par ce réseau vers l'Hexagone. En Martinique, on se préoccupe des difficultés à se faire soigner correctement. Les délais d'attente sont longs, 6 mois pour certaines spécialités. Une entreprise a décidé de se spécialiser dans le tourisme médical. Reportage de Stéphane Lupon et Stéphane Petitfrère. 6 mois de délai pour un rendez-vous médical, inacceptable pour Laurie et son père. Face à l'urgence, celle qui est alors installée en France en qualité d'assistante de gestion décide de prendre le taureau par les cornes. Les délais d'attente en Martinique sont vraiment longs dans certains domaines, pas dans tout non plus, dans tous les domaines. On a de bons spécialistes en Martinique, il faut le dire quand même, mais le problème c'est qu'ils ne sont pas assez nombreux. Daniel, son père perdait la vue. Son témoignage est édifiant. C'était vraiment, il y avait l'urgence. Quand on me donnait en Martinique 6 mois d'intervalle, eh ben à Paris, on m'a fait dans les 2 semaines qui suivent, j'avais déjà mes yeux et tout ça, et opération. Pendant 2 ans, Laurie a poursuivi son assistance auprès de sa famille. Sa mère, son beau-père sont partis grâce à sa prise en charge. Désormais installée en Martinique, elle accompagne les particuliers qui souhaitent éviter les nœuds de la chaîne de soins. Beaucoup de Martiniquais prennent la décision de partir sur Paris pour se faire soigner. Il y en a qui galèrent, il y en a qui paient extrêmement cher. Et donc moi, vraiment, je suis là pour organiser, pour trouver les meilleurs tarifs pour eux. Comme pour cette dame au téléphone. Elle quitte la Martinique cette semaine et c'est le moment de faire le point sur son dossier. Le 12 aussi, à 13h30, rendez-vous chez l'ophtalmologue. Oui. Voilà. Pour la patiente, l'accompagnement de Laurie arrive comme une libération. Je recherche déjà par moi-même pour trouver un chirurgien sur la métropole. Et elle a trouvé sans problème. Elle a géré la prise de rendez-vous. J'ai rien eu à faire en fait. Donc elle a fait le taf. Les témoignages se multiplient pour dénoncer un allongement des délais dans les prises en charge de rendez-vous médicaux. Signe que les écarts se creusent encore entre la Martinique et l'Hexagone et peut-être d'un avenir florissant pour cette nouvelle activité. Retour en Guyane avec un tout nouveau dispositif pour les candidats au bac qui vont d'ailleurs plancher la semaine prochaine. Ils vont bénéficier d'un petit déjeuner équilibré. Les explications en détail sur notre site guyanapremière.fr. Un article signé Marie-Claude Débia. Place justement à la rubrique Omayuri Lecture. Comme chaque dimanche, on s'intéresse à un ouvrage qui rassemble les travaux de plusieurs chercheurs, notamment néerlandais. Sur les traces de Bonnie est paru aux éditions Ibis Rouge, un livre signé du collectif Mama Bobby qui valorise la culture noire-marronne. Présentation avec Marie-Claude Tébia et Franck Fernandez. Bienvenue dans Omayuri, au lendemain de la commémoration de l'abolition de l'esclavage en Guyane, rencontre avec ces héros entrés en résistance qui ont mené des guerres sanglantes pour retrouver la liberté. C'est le cas de Bonnie. Il a donné son nom au peuple Bonnie dont les racines sont implantées de part et d'autre du Maroni. Et oui, Bonnie n'est pas un mythe. Sur les traces de Bonnie paru aux éditions Ibis Rouge revient sur la vie de ce guerrier hors du commun, un ouvrage collector signé par le collectif Mama Bobby.
Les chercheurs de Mama Bobby se sont donnés pour mission de valoriser et perpétuer les cultures noires-marronnes. De nombreux livres, effectivement, ont été écrits sur Boni et la naissance du peuple du même nom, des romans, des bandes dessinées, des livres d'histoire, mais jamais un tel ouvrage n'avait été conçu. Le collectif Mama Bobby a recensé, sélectionné, trié un grand nombre de travaux de chercheurs néerlandais et français en les comparant avec la parole des anciens, la parole transmise de génération en génération. Au XVIIIe siècle, les dirigeants de l'armée hollandaise et les Marrons se livrent une guerre sans merci, une guerre sanglante qui va durer près de 10 ans, obligeant les résistants à traverser le fleuve et passer sur le territoire français. Cette guérilla est menée par des grands chefs rebelles, fins stratèges, avides de liberté, des esclaves en fuite. Le gouvernement hollandais est obligé de faire la paix, un traité est même signé. Seuls les Boni Aloukou refusent d'y participer par la voix de Boni, leur chef de guerre. Des documents rarissimes ont pu être traduits. La mort de Boni en est un exemple frappant. Selon la tradition orale, par exemple, Boni a été séduit par une créature venue des enfers. Différentes versions existent, mais tout explique que Boni a perdu la protection des esprits car il a été charmé par une femme singe à la manière de Samson ou Achille, personnage mythique. Une femme dont la mission était de découvrir ses faiblesses pour l'anéantir. Dans les faits, Boni a été décapité lors d'une bataille épique. Sa tête aurait été jetée dans le fleuve Maroni. Elle n'a jamais été retrouvée. Ce livre a été initié il y a 20 ans. Il se compose de 2 parties. Histoire de marronnage suivie par l'origine d'un peuple. Chaque thématique est découpée en 4 grands chapitres. Ces documents ont été analysés, disséqués, recoupés. Le collectif Mama Bobby existe depuis 1990. Mama Bobby veut dire Saint maternel en langue bushinengue. C'est un travail de longue haleine destiné au grand public afin que l'histoire ne se perde pas. Nous retrouvons Lohan pour notre coup de cœur du libraire. Lohan, qu'avez-vous choisi pour nous ? Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter la suite des aventures de Pacotille. C'est une jeune fille qui vivait au début du XVIIe au royaume de Congo, qui est l'actuel Angola. Cette jeune fille avait été enlevée par des marins négociants d'esclaves. Elle a atterri aux Antilles, où elle a travaillé dans une plantation de tabac. Et sur place, elle a pu rencontrer des acteurs assez... dont on n'attendait pas l'arrivée, à savoir un jeune garçon qui est venu avec ses parents, qui était engagé pendant 3 ans. En fait, ces gens-là étaient traités au même titre que les esclaves. Elle a aussi rencontré un jeune garçon qui était issu des Indiens Caraïbes, avec qui elle va pouvoir s'enfuir et découvrir la Dominique dans ce 2e tome. Et voilà, c'est aussi un album qui est complet parce que vous avez un petit documentaire à la fin, à la destination des enseignants et des profs, et c'est un plaisir à lire. Merci pour toutes ces précisions, Lohan. Excellente semaine à vous. Nous nous retrouvons très vite. Un art s'est illustré à l'occasion de l'abolition de l'esclavage hier. La Capoeira, cela fait 20 ans que Gato Preto et son association Energia Pura font la promotion de cette pratique culturelle afro-brésilienne. Le reportage de Guillaume Perrault et Franck Fernandez. Petite démonstration matinale de capoeira au marché de Cayenne pour célébrer la journée commémorative de l'abolition de l'esclavage. Par leur chant, leur danse et leur ardeur, les membres d'Energia Pura propagent des ondes positives. L'énergie qu'ils ont, qu'ils dégagent, c'est énorme, c'est vraiment très varié tout ce qu'ils font. C'est collectif, ils mettent tout ça ensemble, c'est bon pour l'esprit, pour tout le monde. Le moment est important pour la famille Energia Pura qui fête les 20 ans de l'association. Son chef d'orchestre peut être fier. Plaisir de savoir qu'on fait 20 ans. Pour moi, on a créé hier. Aujourd'hui, c'est déjà 20 ans. Je voudrais remercier à M. Paul Belloni, qui c'est lui, qui est mon papa guyanais, qui a amené ici en Guyane, avec Mme Cornelle Biba. L'histoire d'amour entre Gato Preto et la Guyane commence il y a 30 ans. Alors jeune capoeiriste,
il fait la connaissance de Paul Belloni lors d'un spectacle de rue à Saint-Georges-de-l'Oyapock. Nous avons pu permettre à ces jeunes de rentrer en Guyane de façon légale, de pouvoir s'exprimer dans les écoles, auprès des jeunes, des enfants, puisque tout travail pédagogique, pour qu'il dure, il faut commencer en bas. Et c'est ce que nous avons fait. Et aujourd'hui, ça fait pratiquement 23 ans que nous avons commencé. Et 20 ans que Gâteau Prête, il vole de ses propres ailes. Et le résultat, il est fulgurant. Rêve de gosse pour cet enfant de favela, la construction d'un centre culturel et social. Cette structure a vu le jour en 2019, cité Bonhomme. Le centre CASE, pour culture, art, sport, éducation, accueille chaque année plusieurs centaines de personnes de tous âges et de milieux différents. On vieillit en même temps que notre travail au sein de cette association. Et puis, c'est aussi un long parcours professionnel pour Gâteau. Et donc, c'est 20 ans des petits qui ont grandi avec Énergiapura. Aujourd'hui, il y a des très belles cordes qui vont être décernées. Très beau parcours de capoeiriste. On a de la chance parce qu'on a fait venir Énergiapura Italie, Énergiapura Macapá, Énergiapura Dubaï. Et puis, tous les invités, Rio, Belo Horizonte, Recife. La culture afro-brésilienne est riche. À travers la capoeira, la percussion, la danse, le carnaval, la grande famille d'Énergiapura véhicule des valeurs universelles, essentielles au développement et à la maîtrise de soi, comme la tolérance, la solidarité, l'humilité et le respect. Et pour moi, c'est un honneur de voir que les gens ils participent. C'est pas seulement Gâteau, comme j'avais dit, je parle toujours. Gâteau Prête tout seul, il ne peut rien faire. Donc, c'est une famille. Moi, chaque personne qui vient participer de notre association, il sait déjà que c'est une famille, qu'il faut participer. Et puisqu'il y a une part de danse dans la capoeira, on termine avec le fabuleux destin d'Olivier Médus. Il y a 14 ans de cela, ce jeune Guyanais intégrait la Alvin Ailey Junior School à New York. Aujourd'hui, il enseigne dans cette prestigieuse école de danse et est aussi danseur au Metropolitan Opera, toujours à New York. Olivier Médus n'oublie pas son pays natal et prépare même un projet. Carl Constable et Clotilde Séraphin-Georges l'ont rencontré. 4 ans qu'Olivier Médus n'était pas revenu sur sa terre natale. L'espace d'une semaine, il anime un atelier avec les jeunes élèves de l'ensemble chorégraphique du conservatoire. Une création intensive pour une pièce qui sera présentée dans le cadre du Festival des danses métisses. J'ai choisi de travailler sur que de l'écriture chorégraphique avec les jeunes. Donc on avait déjà une base, un workshop qu'on avait travaillé aux États-Unis et ça a été l'idée de le reprendre ici, de l'améliorer, de rajouter des parties, des sections et d'utiliser justement cet environnement et cette énergie guyanaise. Non mais c'est juste ouvrir. Chorégraphe de la division jeune à la Alvin Ailey School, Olivier Médus offre aux jeunes Guyanais une ouverture sur une autre pédagogie et la technique de danse contemporaine Horton, qu'il enseigne à New York. C'est très enrichissant, on apprend plein de nouveaux pas, ça nous permet moi ça m'a permis de me débloquer, d'aller plus dans mon corps, d'approfondir les pas et je trouve ça très enrichissant. Je trouve que j'ai beaucoup progressé depuis grâce à ce stage. Je peux trouver d'autres pas que je pourrais utiliser dans d'autres spectacles à venir. Après des tournées dans tous les États-Unis, à l'international et des spectacles à Broadway, Olivier danse aujourd'hui pour le Metropolitan Opera, le plus grand opéra du monde. Une consécration pour le danseur guyanais. Alors a-t-il réalisé son rêve américain ou reste-t-il une part de rêve ? En tant que danseur, oui. En tant que chorégraphe, ça commence. En tant que professeur, oui, ça avance bien. Je pense qu'il y a toujours plus de choses à faire, de chorégraphier peut-être pour des plus grosses compagnies, d'être en tout cas de l'autre côté du monde de la danse. Être de l'autre côté, c'est donc encore plus chorégraphier sans oublier de danser. Avoir l'enthousiasme et la progression de ces jeunes élèves guyanais le temps de ce stage, la création qu'il nous prépare pour novembre prochain promet d'être un temps fort des danses métisses 2023 de Toucadens.
Une belle réussite. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information revient demain dès 5h avec Charlie Torres et Océlia Cartes, l'invité café à 7h15, et Simon Bernard, fondateur du projet Plastique Odyssée. Quant à nous, on se donne rendez-vous demain soir. Passez une excellente soirée. L'info continue sur les réseaux sociaux et sur notre site internet lapremière.fr. L'information continue sur notre site guyane.lapremière.fr. Scannez ou flashez le QR code pour suivre toute l'actualité de la Guyane.